Chapitre 14. Pendant le repas, Mr. Bennet avait à peine ouvert la bouche. Lorsque les domestiques se furent retirés, il pensa qu'il était temps de causer un peu avec son hôte, et mit la conversation sur le sujet qu'il estimait le mieux choisi pour leur faire parler, en félicitant son cousin d'avoir trouvé une protectrice qui se montrait si pleine d'attention pour ses désirs et de sollicitude pour son confort. Mr. Bennet ne pouvait mieux tomber. Mr. Collins fut éloquent dans ses éloges. De sa vie, affirma-t-il solennellement, il n'avait rencontré chez un membre de l'aristocratie l'affabilité et la condescendance que lui témoignait Lady Catherine. Elle avait été assez bonne pour apprécier les 2 sermons qu'il avait eu l'honneur de prêcher devant elle. 2 fois déjà, elle l'avait invité à dîner à Rosings, et le samedi précédent encore l'avait envoyé chercher pour faire le 4e à sa partie de quadrille. Beaucoup de gens lui reprochaient d'être hautaine, mais il n'avait jamais vu chez elle que de la bienveillance. Elle le traitait en gentleman, et ne voyait aucune objection à ce qu'il fréquentât la société du voisinage ou s'absentât 1 semaine ou 2 pour aller voir sa famille. Elle avait même poussé la bonté jusqu'à lui conseiller de se marier le plus tôt possible, pourvu qu'il fît un choix judicieux. Elle lui avait fait visite une fois dans son presbytère où elle avait pleinement approuvé les améliorations qu'il y avait apportées, et daignait même en suggérer d'autres. Par exemple, des rayons à poser dans les placards du 1er étage. « Voilà une intention charmante, » dit Mrs. Bennet. « Et je ne doute pas que Lady Catherine ne soit une fort aimable femme. C'est bien regrettable que les grandes dames, en général, lui ressemblent si peu. Habite-t-elle dans votre voisinage, monsieur ? Le jardin qui entoure mon humble demeure n'est séparé que par un sentier de Rosings Park, résidence de sa grâce. Je crois vous avoir entendu dire qu'elle était veuve. A-t-elle des enfants ? Elle n'a qu'une fille, héritière de Rosings et d'une immense fortune. Ah, s'écria Mrs. Bennet en soupirant. Elle est mieux partagée que beaucoup d'autres. Et cette jeune fille, est-elle jolie ? Elle est tout à fait charmante. Lady Catherine dit elle-même que Miss de Bourgh possède quelque chose de mieux que la beauté, car dans ses traits se reconnaît la marque d'une haute naissance. Malheureusement, elle est d'une constitution délicate et n'a pu se perfectionner comme elle l'aurait voulu dans différents arts d'agrément, pour lesquels elle témoignait des dispositions remarquables. Je tiens ceci de la dame qui a surveillé son éducation et qui continue à vivre auprès d'elle à Rosings. Mais Miss de Bourgh est parfaitement aimable, et daigne souvent passer à côté de mon humble presbytère dans le petit phaéton attelé de poneys qu'elle conduit elle-même. A-t-elle été présentée ? Je ne me rappelle pas avoir vu son nom parmi ceux des dames reçues à la cour. Sa frêle santé, malheureusement, ne lui permet pas de vivre à Londres. C'est ainsi, comme je l'ai dit un jour à Lady Catherine, que la cour d'Angleterre se trouve privée d'un de ses plus gracieux ornements. Lady Catherine a paru touchée de mes paroles. Vous devinez que je suis heureux de lui adresser de ces compliments toujours appréciés des dames chaque fois que l'occasion s'en présente. Ces petits riens plaisent à sa grâce et font partie des hommages que je considère comme mon devoir de lui rendre. Vous avez tout à fait raison, dit Mr. Bennet. Et c'est un bonheur pour vous de savoir flatter avec tant de délicatesse. Puis-je vous demander si ces compliments vous viennent spontanément ou si vous devez les préparer d'avance ? Ah, spontanément, en général. Je m'amuse aussi parfois à en préparer quelques-uns d'avance, mais je m'efforce toujours de les placer de façon aussi naturelle que possible. Les prévisions de Mr. Bennet avaient été justes. Son cousin était aussi parfaitement ridicule qu'il s'y attendait. Il l'écoutait avec un vif amusement sans communiquer ses impressions autrement que par un coup d'œil que, de temps à autre, il lançait à Élisabeth.
Cependant, à l'heure du thé, trouvant la mesure suffisante, il fut heureux de ramener son hôte au salon. Après le thé, il lui demanda s'il voulait bien faire la lecture à ces dames. Mr. Collins consentit avec empressement. Un livre lui fut présenté, mais à la vue du titre, il eut un léger recul et s'excusa, protestant qu'il ne lisait jamais de romans. Kitty le regarda avec ahurissement et Lydia s'exclama de surprise. D'autres livres furent apportés parmi lesquels il choisit, après quelques hésitations, les Sermons de Fordis. Lydia se mit à bâiller lorsqu'il ouvrit le volume, et il n'avait pas lu 3 pages d'une voix emphatique et monotone qu'elle l'interrompit en s'écriant « Maman, savez-vous que l'oncle Phillips parle de renvoyer Richard et que le colonel Forster serait prêt à le prendre à son service ? J'irai demain à Meryton pour en savoir davantage et demander quand le lieutenant Denny reviendra de Londres. » Lydia fut priée par ses 2 aînés de se taire. Mais Mr. Collins, froissé, referma son livre en disant « J'ai souvent remarqué que les jeunes filles ne savent pas s'intéresser aux œuvres sérieuses. Cela me confond, je l'avoue, car rien ne peut leur faire plus de bien qu'une lecture instructive. Mais je n'ennuierai pas plus longtemps ma jeune cousine. » Et, malgré l'insistance de Mrs. Bennet et de ses filles pour qu'il reprît sa lecture, Mr. Collins, tout en protestant qu'il ne gardait nullement rancune à Lydia, se tourna vers Mr. Bennet et lui proposa une partie de tric-trac. Fin du chapitre 14. Chapitre 15. Mr. Collins était dépourvu d'intelligence, et ni l'éducation, ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature. Son père, sous la direction duquel il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse, était un homme avare et illettré. Et lui-même, à l'université où il n'était demeuré que le temps nécessaire pour la préparation de sa carrière, n'avait fait aucune relation profitable. Le rude joug de l'autorité paternelle lui avait donné dans les manières une grande humilité, que combattait maintenant la fatuité naturelle à un esprit médiocre et enivré par une prospérité rapide et inattendue. Une heureuse chance l'avait mis sur le chemin de Lady Catherine de Bourgh au moment où le bénéfice d'Hunsford se trouvait vacant. Et la vénération que lui inspirait sa noble protectrice, jointe à la haute opinion qu'il avait de lui-même et de son autorité pastorale, faisait de Mr. Collins un mélange singulier de servilité et d'importance, d'orgueil et d'obséquiosité. À présent qu'il se trouvait en possession d'une maison agréable et d'un revenu suffisant, il songeait à se marier. Ce rêve n'était pas étranger à son désir de se réconcilier avec sa famille, car il avait l'intention de choisir une de ses jeunes cousines, si elles étaient aussi jolies et agréables qu'on le disait communément. C'était là le plan qu'il avait formé pour les dédommager du tort qu'il leur ferait en héritant à leur place de la propriété de leur père. Et il le jugeait excellent. N'était-il pas convenable et avantageux pour les Bennet, en même temps que très généreux et désintéressé de sa part? La vue de ses cousines ne changea rien à ses intentions. Le charmant visage de Jane ainsi que sa qualité d'aînée fixa son choix le premier soir. Mais, le lendemain matin, il lui fallut modifier ses projets. Dans un bref entretien qu'il eut avant le déjeuner avec Mrs. Bennet, il lui laissa entrevoir ses espérances, à quoi celle-ci répondit avec force sourires et mines encourageantes qu'elle ne pouvait rien affirmer au sujet de ses plus jeunes filles, mais que l'aînée, c'était son devoir de l'en prévenir, serait sans doute fiancée d'ici peu. Mr. Collins n'avait plus qu'à passer de Jane à Elizabeth. C'est ce qu'il fit pendant que Mrs. Bennet tisonnait le feu.
Élisabeth, qui par l'âge et la beauté venait immédiatement après Jane, étaient toutes désignées pour lui succéder. Cette confidence remplit de joie Mrs. Bennet, qui voyait déjà 2 de ses filles établies, et de ce fait, l'homme dont la veille encore le nom seul lui était odieux, se trouva promu très haut dans ses bonnes grâces. Lydia n'oubliait point son projet de se rendre à Meryton. Ses sœurs, à l'exception de Mary, acceptèrent de l'accompagner. Et Mr. Bennet, désireux de se débarrasser de son cousin qui depuis le déjeuner s'était installé dans sa bibliothèque, où il l'entretenait sans répit de son presbytère et de son jardin, le pressa vivement d'escorter ses filles, ce qu'il accepta sans se faire prier. Mr. Collins passa le temps du trajet à émettre solennellement des banalités, auxquelles ses cousines acquiesçaient poliment. Mais, sitôt entrées dans la ville, les 2 plus jeunes cessèrent de lui prêter le moindre intérêt. Elles fouillaient les rues du regard dans l'espoir d'y découvrir un uniforme. Et il ne fallait rien moins qu'une robe nouvelle ou un élégant chapeau à une devanture pour les distraire de leurs recherches. Bientôt, l'attention des demoiselles Bennet fut attirée par un inconnu jeune et d'allure distinguée, qui se promenait de long en large avec un officier de l'autre côté de la rue. L'officier était ce même Mr. Denny dont le retour préoccupait si fort Lydia, et il les salua au passage. Toutes se demandaient quel pouvait être cet étranger dont la physionomie les avait frappées. Kitty et Lydia, bien décidées à l'apprendre, traversèrent la rue sous prétexte de faire un achat dans un magasin, et elles arrivèrent sur le trottoir opposé pour se trouver face à face avec les 2 gens qui revenaient sur leurs pas. Mr. Denny leur demanda la permission de leur présenter son ami, Mr. Wickham, qui était arrivé de Londres avec lui la veille et venait de prendre un brevet d'officier dans son régiment. Voilà qui était parfait. L'uniforme seul manquait à ce jeune homme pour le rendre tout à fait séduisant. Extérieurement, tout était en sa faveur. Silhouette élégante, belle prestance, manières aimables. Aussitôt présenté, il engagea la conversation avec un empressement qui n'excluait ni la correction, ni la simplicité. La conversation allait son train lorsque Mr. Bingley et Mr. Darcy apparurent à cheval au bout de la rue. En distinguant les jeunes filles dans le groupe, ils vinrent jusqu'à elles pour leur présenter leurs hommages. Ce fut Bingley qui parla surtout et, s'adressant particulièrement à Jane, dit qu'il était en route pour Longbourn où il se proposait d'aller prendre des nouvelles de sa santé. Mr. Darcy confirmait par un signe de tête, lorsque ses yeux tombèrent sur l'étranger et leurs regards se croisèrent. Élisabeth, qui les regardait à cet instant, fut satisfaite de l'effet produit par cette rencontre. Tous 2 changèrent de couleur. L'un pâlit, l'autre rougit. Mr. Wickham, au bout d'un moment, toucha son chapeau et Mr. Darcy daigna à peine lui rendre ce salut. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Il était difficile de le deviner. Difficile aussi de ne pas désirer l'apprendre. 1 minute plus tard, Mr. Bingley, qui semblait ne s'être aperçu de rien, prit congé et poursuivit sa route avec son ami. Mr. Denny et Mr. Wickham accompagnèrent les demoiselles Bennet jusqu'à la maison de leur oncle. Mais là, ils les quittèrent en dépit des efforts de Lydia pour les décider à entrer, et malgré l'invitation de Mrs. Phillips elle-même qui, surgissant à la fenêtre de son salon, appuya bruyamment les instances de sa nièce. Mrs. Phillips accueillit Mr. Collins avec une grande cordialité. Il y répondit par de longs discours pour s'excuser de l'indiscrétion qu'il commettait en osant venir chez elle sans lui avoir été préalablement présenté. Sa parenté avec ces demoiselles Bennet justifiait un peu, pensait-il, cette incorrection. Mrs. Phillips était émerveillée d'un tel excès de politesse, mais elle fut vite distraite par les questions impétueuses de ses nièces sur l'étranger qu'elle venait de rencontrer.
Elle ne put, du reste, leur apprendre que ce qu'elle savait déjà, que Mr. Denis avait ramené ce jeune homme de Londres et qu'il allait recevoir un brevet de lieutenant. Cependant, quelques officiers devant dîner chez les Phillips le lendemain, la tante promit d'envoyer son mari inviter Mr. Wickham à condition que la famille de Longbourn vînt passer la soirée. Mrs. Phillips annonçait une bonne partie de loto, joyeuse et bruyante, suivie d'un petit souper chaud. La perspective de tels délices mit tout le monde en belle humeur et l'on se sépara gaiement de part et d'autre. Mr. Collins répéta ses excuses en quittant les Phillips et reçut une fois de plus l'aimable assurance qu'elles étaient parfaitement inutiles. De retour à Longbourn, il fit grand plaisir à Mrs. Bennet en louant la politesse et les bonnes manières de Mrs. Phillips. À l'exception de Lady Catherine et de sa fille, jamais il n'avait rencontré de femme plus distinguée. Non contente de l'avoir accueillie avec une parfaite bonne grâce, elle l'avait compris dans son invitation pour le lendemain, lui dont elle venait à peine de faire la connaissance. Sans doute sa parenté avec les Bennet y était pour quelque chose, mais tout de même, il n'avait jamais rencontré une telle amabilité dans tout le cours de son existence. Fin du chapitre 15. Chapitre 16. Aucune objection n'ayant été faite à la partie projetée, la voiture emporta le lendemain soir à Meryton Mr. Collins et ses 5 cousines. En entrant au salon, ces demoiselles eurent le plaisir d'apprendre que Mr. Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et qu'il était déjà arrivé. Cette nouvelle donnée, tout le monde s'assit et Mr. Collins put regarder et louer à son aise ce qui l'entourait. Frappé par les dimensions et le mobilier de la pièce, il déclara qu'il aurait presque pu se croire dans la petite salle où l'on prenait le déjeuner du matin à Rosings. Cette comparaison ne produisit pas d'abord tout l'effet qu'il en attendait. Mais quand il expliqua ce que c'était que Rosings, qu'elle en était la propriétaire, et comment la cheminée d'un des salons avait coûté 800 livres à elle seule, Mrs. Phillips comprit l'honneur qui lui était fait et aurait pu entendre comparer son salon à la chambre de la femme de charge sans en être trop froissée. Mr. Collins s'étendit sur l'importance de Lady Catherine et de son château, en ajoutant quelques digressions sur son modeste presbytère et les améliorations qu'il tâchait d'y apporter. Et il ne tarit pas jusqu'à l'arrivée des messieurs. Mrs. Phillips l'écoutait avec une considération croissante. Quant aux jeunes filles, qui ne s'intéressaient pas aux récits de leurs cousins, elles trouvèrent l'attente un peu longue et ce fut avec plaisir qu'elles virent enfin les messieurs faire leur entrée dans le salon. En voyant paraître Mr. Wickham, Élisabeth pensa que l'admiration qu'il lui avait inspirée à leur première rencontre n'avait rien d'exagéré. Les officiers du régiment de Meryton étaient, pour la plupart, des gens de bonne famille et les plus distingués d'entre eux étaient présents ce soir-là. Mais Mr. Wickham ne leur était pas moins supérieur par l'élégance de sa personne et de ses manières qu'ils ne l'étaient eux-mêmes aux gros oncles Phillips qui entraient à leur suite en répandant une forte odeur de Porto. Vers Mr. Wickham, heureux mortel, convergeaient presque tous les regards féminins. Élisabeth fut l'heureuse élue auprès de laquelle il vint s'asseoir, et la manière aisée avec laquelle il entama la conversation, bien qu'il ne fût question que de l'humidité de la soirée et de la prévision d'une saison pluvieuse, lui fit sentir aussitôt que le sujet le plus banal et le plus dénué d'intérêt peut être rendu attrayant par la finesse et le charme de l'interlocuteur. Avec des concurrents aussi sérieux que Mr. Wickham et les officiers, Mr. Collins parut sombrer dans l'insignifiance. Aux yeux des jeunes filles, il ne comptait certainement plus. Mais par intervalles, il trouvait encore un auditeur bénévole dans la personne de Mrs. Phillips et, grâce à ses bons soins, fut abondamment pourvu de café et de muffins. Il put à son tour faire plaisir à son hôtesse en prenant place à la table de whist. « Je suis encore un joueur médiocre, dit-il.
mais je serais heureux de me perfectionner. Un homme dans ma situation. Mais Mrs. Phillips, tout en lui sachant gré de sa complaisance, ne prit pas le temps d'écouter ses raisons. Mr. Wickham, qui ne jouait point au whist, fut accueilli avec joie à l'autre table où il prit place entre Élisabeth et Lydia. Tout d'abord, on put craindre que Lydia ne l'accaparât par son bavardage, mais elle aimait beaucoup les cartes et son attention fut bientôt absorbée par les paris et les enjeux. Tout en suivant la partie, Mr. Wickham eut donc tout le loisir de causer avec Élisabeth. Celle-ci était toute disposée à l'écouter, bien qu'elle ne pût espérer apprendre ce qui l'intéressait le plus, à savoir quelles étaient ses relations avec Mr. Darcy. Elle n'osait même pas nommer ce dernier. Sa curiosité se trouva cependant très inopinément satisfaite car Mr. Wickham aborda lui-même le sujet. Il s'informa de la distance qui séparait Netherfield de Meryton et, sur la réponse d'Élisabeth, demanda avec une légère hésitation depuis quand y séjournait Mr. Darcy. Depuis 1 mois environ. Et pour ne pas quitter ce sujet, elle ajouta « J'ai entendu dire qu'il y avait de grandes propriétés dans le Derbyshire. » En effet, répondit Wickham. Son domaine est splendide et d'un rapport net de 10 000 livres. Personne ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre, car, depuis mon enfance, je connais de fort près la famille de Mr. Darcy. Élisabeth ne put retenir un mouvement de surprise. Je comprends votre étonnement, Miss Bennet. Si, comme il est probable, vous avez remarqué la froideur de notre rencontre d'hier. Connaissez-vous beaucoup Mr. Darcy? Très suffisamment pour mon goût, dit Élisabeth avec vivacité. J'ai passé 4 jours avec lui dans une maison amie. Et je le trouve franchement antipathique. Je n'ai pas le droit de vous donner mon opinion sur ce point, dit Wickham. Je connais Mr. Darcy trop bien et depuis trop longtemps pour le juger avec impartialité. Cependant, je crois que votre sentiment serait en général accueilli avec surprise. Du reste, hors d'ici où vous êtes dans votre famille, vous ne l'exprimeriez peut-être pas aussi énergiquement. Je vous assure que je ne parlerai pas autrement dans n'importe quelle maison du voisinage, sauf à Netherfield. Personne ici ne vous dira du bien de Mr. Darcy. Son orgueil a rebuté tout le monde. Je ne prétends pas être affligé de voir qu'il n'est pas estimé au-delà de ses mérites, dit Wickham après un court silence. Mais je crois que pareille chose ne lui arrive pas souvent. Les gens sont généralement aveuglés par sa fortune, par son rang, ou bien intimidés par la hauteur de ses manières, et le voient tel qu'il désire être vu. D'après le peu que je connais de lui, il me semble avoir assez mauvais caractère. Wickham hocha la tête sans répondre. Je me demande, reprit-il au bout d'un instant, s'il va rester encore longtemps ici. Il m'est impossible de vous renseigner là-dessus. Mais il n'était pas question de son départ lorsque j'étais à Netherfield. J'espère que vos projets en faveur de votre garnison ne se trouveront pas modifiés du fait de sa présence dans la région. Pour cela, non. Ce n'est point à moi de fuir devant Mr. Darcy. S'il ne veut pas me voir, il n'a qu'à s'en aller. Nous ne sommes pas en bons termes, c'est vrai, et chaque rencontre avec lui m'est pénible, mais je puis le dire très haut. Je n'ai pas d'autre raison de l'éviter que le souvenir de mauvais procédés à mon égard, et le profond regret de voir ce qu'il est devenu. Son père, Miss Bennet, le défunt Mr. Darcy, était le meilleur homme de l'univers et l'ami le plus sincère que j'ai jamais eu. Je ne puis me trouver en présence de son fils sans être ému jusqu'à l'âme par 1000 souvenirs attendrissants.
Mr. Darcy s'est conduit envers moi d'une manière scandaleuse. Cependant, je crois que je pourrai tout lui pardonner. Tout, sauf d'avoir trompé les espérances et manqué à la mémoire de son père. » Élisabeth, de plus en plus intéressée, ne perdait pas une seule de ses paroles. Mais le sujet était trop délicat pour lui permettre de poser la moindre question. Mr. Wickham revint à des propos d'un intérêt plus général. Meryton, les environs, la société. De celle-ci, surtout, il paraissait enchanté et le disait dans les termes les plus galants. C'est la perspective de ce milieu agréable qui m'a poussé à choisir ce régiment. Je le connaissais déjà de réputation et mon ami Denis a achevé de me décider, en me vantant les charmes de sa nouvelle garnison et des agréables relations qu'on pouvait y faire. J'avoue que la société m'est nécessaire. J'ai eu de grands chagrins. Je ne puis supporter la solitude. Il me faut de l'occupation et de la compagnie. L'armée n'était pas ma vocation. Les circonstances seules m'y ont poussé. Je devais entrer dans les ordres. C'est dans ce but que j'avais été élevée et je serais actuellement en possession d'une très belle cure si tel avait été le bon plaisir de celui dont nous parlions tout à l'heure. Vraiment ? Oui. Le défunt Mr. Darcy m'avait désigné pour la prochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine. J'étais son filleul, et il me témoignait une grande affection. Jamais je ne pourrais trop louer sa bonté. Il pensait avoir de cette façon assuré mon avenir. Mais quand la vacance se produisit, ce fut un autre qui obtint le bénéfice. « Grand Dieu, est-ce possible ?» s'écria Élisabeth. « Comment a-t-on pu faire aussi peu de cas de ces dernières volontés ? Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à la justice ? » Il y avait, par malheur, dans le testament un vice de forme qui rendait stérile tout recours. Un homme loyal n'aurait jamais mis en doute l'intention du donateur. Il a plu à Mr. Darcy de le faire et de considérer cette recommandation comme une apostie conditionnelle en affirmant que j'y avais perdu tout droit par mes imprudences, mes extravagances, tout ce que vous voudrez. Ce qu'il y a de certain, c'est que le bénéfice est devenu vacant il y a 2 ans exactement, lorsque j'étais en âge d'y aspirer, et qu'il a été donné à un autre, et il n'est pas moins sûr que je n'avais rien fait pour mériter d'en être dépossédé. Je suis d'une humeur assez vive, et j'ai pu dire avec trop de liberté à Mr. Darcy ce que je pensais de lui. Mais la vérité, c'est que nos caractères sont radicalement opposés et qu'il me déteste. C'est honteux. Il mériterait qu'on lui dise son fait publiquement. Ceci lui arrivera sans doute un jour ou l'autre. Mais ce n'est point moi qui le ferai. Il faudrait d'abord que je puisse oublier tout ce que je dois à son père. De tels sentiments redoublèrent l'estime d'Élisabeth, et celui qui les exprimait ne lui en sembla que plus séduisant. Mais, reprit-elle après un silence, quels motifs ont donc pu le pousser et le déterminer à si mal agir ? Une antipathie profonde et tenace à mon égard. Une antipathie que je suis forcée, en quelque mesure, d'attribuer à la jalousie. Si le père avait eu moins d'affection pour moi, le fils m'aurait sans doute mieux supporté. Mais l'amitié vraiment peu commune que son père me témoignait l'a, je crois, toujours irrité. Il n'était point homme à accepter l'espèce de rivalité qui nous divisait et la préférence qui m'était souvent manifestée. Je n'aurais jamais cru Mr. Darcy aussi vindicatif. Tout en n'éprouvant aucune sympathie pour lui, je ne le jugeais pas aussi mal. Je le supposais bien rempli de dédain pour ses semblables, mais je ne le croyais pas capable de s'abaisser à une telle vengeance, de montrer tant d'injustice et d'inhumanité.
Elle reprit, après quelques minutes de réflexion. Je me souviens cependant qu'un jour à Netherfield, il s'est vanté d'être implacable dans ses ressentiments et de ne jamais pardonner. Quel triste caractère. Je n'ose m'aventurer sur ce sujet, répliqua Wickham. Il me serait trop difficile d'être juste à son égard. De nouveau, Élisabeth resta un moment silencieuse et pensive. Puis elle s'exclama. Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père. Elle aurait pu ajouter, un jeune homme aussi sympathique. Elle se contenta de dire, et de plus un ami d'enfance. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez été élevés ensemble? Nous sommes nés dans la même paroisse, dans l'enceinte du même parc. Nous avons passé ensemble la plus grande partie de notre jeunesse, partageant les mêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels. Mon père, à ses débuts, avait exercé la profession où votre oncle Phillips semble si bien réussir. Mais il l'abandonna pour rendre service au défunt Mr. Darcy et consacrer tout son temps à diriger le domaine de Pemberley. Mr. Darcy avait pour lui une haute estime et le traitait en confident et en ami. Il a souvent reconnu tous les avantages que lui avait valu l'active gestion de mon père. Peu de temps avant sa mort, il lui fit la promesse de se charger de mon avenir et je suis convaincue que ce fut autant pour acquitter une dette de reconnaissance envers mon père que par affection pour moi. Que tout cela est extraordinaire, s'écria Élisabeth. Je m'étonne que la fierté de Mr. Darcy ne l'ait pas poussé à se montrer plus juste envers vous. Que l'orgueil, à défaut d'un autre motif, ne l'ait pas empêché de se conduire malhonnêtement. Car c'est une véritable malhonnêteté dont il s'agit là. Oui, c'est étrange, répondit Wickham. Car l'orgueil, en effet, inspire la plupart de ses actions et c'est ce sentiment, plus que tous les autres, qui le rapproche de la vertu. Mais nous ne sommes jamais conséquents avec nous-mêmes. Et dans sa conduite à mon égard, il a cédé à des impulsions plus fortes encore que son orgueil. Pensez-vous qu'un orgueil aussi détestable puisse jamais le porter à bien agir? Certainement. C'est par orgueil qu'il est libéral, généreux, hospitalier, qu'il assiste ses fermiers et secourt les pauvres. L'orgueil familial et filial, car il a le culte de son père, est la cause de cette conduite. La volonté de ne pas laisser se perdre les vertus traditionnelles et l'influence de sa maison à Pemberley est le motif de tous ses actes. L'orgueil fraternel renforcé d'un peu d'affection fait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sa sœur. Et vous l'entendrez généralement vanter comme le frère le meilleur et le plus dévoué. Quelle sorte de personne est Miss Darcy? Wickham hocha la tête. Je voudrais vous dire qu'elle est aimable. Il m'est pénible de critiquer une Darcy. Mais vraiment, elle ressemble trop à son frère. C'est la même excessive fierté. Enfant, elle était gentille et affectueuse, et me témoignait beaucoup d'amitié. J'ai passé des heures nombreuses à l'amuser, mais aujourd'hui, je ne suis plus rien pour elle. C'est une belle fille de 15 ou 16 ans, très instruite, m'a-t-on dit. Depuis la mort de son père, elle vit à Londres avec une institutrice qui dirige son éducation. Élisabeth, à diverses reprises, essaya d'aborder d'autres sujets, mais elle ne put s'empêcher de revenir au premier. « Je suis étonnée, dit-elle, de l'intimité de Mr. Darcy avec Mr. Bingley. Comment Mr. Bingley, qui semble la bonne humeur et l'amabilité personnifiée, a-t-il pu faire son ami d'un tel homme? Comment peuvent-ils s'entendre? Connaissez-vous Mr. Bingley? Nullement. C'est un homme charmant. Il ne connaît sûrement pas Mr. Darcy sous son vrai jour. C'est probable.
Mais Mr. Darcy peut plaire quand il le désire. Il ne manque pas de charme ni de talent. C'est un fort agréable causeur quand il veut s'en donner la peine. Avec ses égaux, il peut se montrer extrêmement différent de ce qu'il est avec ses inférieurs. Sa fierté ne l'abandonne jamais complètement, mais dans la haute société, il sait se montrer large d'idées, juste, sincère, raisonnable, estimable, et peut-être même séduisant, en faisant la juste part due à sa fortune et à son extérieur. La partie de whist avait pris fin. Les joueurs se groupèrent autour de l'autre table et Mr. Collins s'assit entre Elizabeth et Mrs. Phillips. Cette dernière lui demanda si la chance l'avait favorisé. Non, il avait continuellement perdu et, comme elle lui en témoignait son regret, il l'assura avec gravité que la chose était sans importance. Il n'attachait à l'argent aucune valeur, et il la priait de ne pas s'en affecter. Je sais très bien, madame, que lorsqu'on s'assied à une table de jeu, l'on doit s'en remettre au hasard. Et mes moyens, c'est heureux, me permettent de perdre 5 shillings. Beaucoup sans doute ne peuvent en dire autant, mais grâce à Lady Catherine de Bourgh, je puis regarder avec indifférence de pareils détails. Ces mots attirèrent l'attention de Mr. Wickham et, après avoir considéré Mr. Collins un instant, il demanda tout bas à Elizabeth si son cousin était très intime avec la famille de Bourgh. Lady Catherine lui a fait donner récemment la cure de Hunsford, répondit-elle. Je ne sais pas du tout comment Mr. Collins a été présenté à cette dame, mais je suis certaine qu'il ne la connaît pas depuis longtemps. Vous savez sans doute que Lady Catherine de Bourgh et Lady Anne Darcy étaient sœurs et que, par conséquent, Lady Catherine est la tante de Mr. Darcy. Non, vraiment. J'ignore tout de la parenté de Lady Catherine. J'ai entendu parler d'elle avant-hier pour la première fois. Sa fille, Miss de Bourgh, est l'héritière d'une énorme fortune et l'on croit généralement qu'elle et son cousin réuniront les deux domaines. Cette information fit sourire Elizabeth qui pensa à la pauvre Miss Bingley. À quoi serviraient tous ces soins? L'amitié qu'elle affichait pour la sœur, l'admiration qu'elle montrait pour le frère si celui-ci était déjà promis à une autre. Mr. Collins, remarqua-t-elle, dit beaucoup de bien de Lady Catherine et de sa fille. Mais d'après certains détails qu'il nous a donnés sur sa grâce, je le soupçonne de se laisser aveugler par la reconnaissance. Et sa protectrice me fait l'effet d'être une personne hautaine et arrogante. Je crois, répondit Wickham, qu'elle mérite largement ces deux qualificatifs. Je ne l'ai pas revue depuis des années, mais je me rappelle que ses manières avaient quelque chose de tyrannique et d'insolent qui ne m'a jamais plu. On vante la fermeté de son jugement, mais je crois qu'elle doit cette réputation pour une part à son rang et à sa fortune, pour une autre à ses manières autoritaires, et pour le reste à la fierté de son neveu qui a décidé que tous les membres de sa famille étaient des êtres supérieurs. Élisabeth convint que c'était assez vraisemblable, et la conversation continua de la sorte jusqu'à l'annonce du souper qui, en interrompant la partie de cartes, rendit aux autres dames leur part des attentions de Mr. Wickham. Toute conversation était devenue impossible dans le brouhaha du souper de Mrs. Phillips. Mais Mr. Wickham se rendit agréable à tout le monde. Tout ce qu'il disait était si bien exprimé, et tout ce qu'il faisait était fait avec grâce. Élisabeth partit l'esprit rempli de Mr. Wickham. Pendant le trajet du retour, elle ne pensa qu'à lui et à tout ce qu'il lui avait raconté. Mais elle ne put même pas mentionner son nom car ni Lydia, ni Mr. Collins ne cessèrent de parler une seconde. Lydia bavardait sur la partie de cartes, sur les fiches qu'elle avait gagnées et celles qu'elle avait perdues,
Et Mr. Collins avait tant à dire de l'hospitalité de Mr. et de Mrs. Phillips, de son indifférence pour ses pertes au jeu, du menu du souper, de la crainte qu'il avait d'être de trop dans la voiture, qu'il n'avait pas terminé lorsqu'on arriva à Longbourn. Fin du chapitre 16. Chapitre 17. Le lendemain, Elizabeth redit à Jane la conversation qu'elle avait eue avec Mr. Wickham. Jane l'écouta, stupéfaite et consternée. Elle ne pouvait se décider à croire que Mr. Darcy fût indigne à ce point de l'estime de Mr. Bingley. D'autre part, il n'était pas dans sa nature de soupçonner la véracité d'un jeune homme d'apparence aussi sympathique que Wickham. La seule pensée qu'il eût pu subir une aussi grande injustice suffisait à émouvoir son âme sensible. Ce qu'il y avait de mieux à faire était de n'accuser personne et de mettre sur le compte du hasard ou d'une erreur ce qu'on ne pouvait expliquer autrement. Tous deux ont sans doute été trompés. Des gens intéressés ont pu faire à chacun de faux rapports sur le compte de l'autre. Bref, il est impossible d'imaginer ce qui, sans tort réel d'aucun côté, a pu faire naître une pareille inimitié. Certes, oui. Et maintenant, ma chère Jane, qu'avez-vous à dire pour excuser les gens intéressés qui sont sans doute les vrais coupables? Justifiez-les aussi, que nous n'en soyons pas réduites à les mal juger. Riez tant qu'il vous plaira. Cela ne changera point mon opinion. Ne voyez-vous point, ma chère Lizzie, sous quel jour détestable ceci place Mr. Darcy? Traiter ainsi le protégé dont son père avait promis d'assurer l'avenir. Quel homme ayant le souci de sa réputation serait capable d'agir ainsi? Et ses amis, pourraient-ils s'abuser à ce point sur son compte? Oh non! Il m'est plus facile de croire que Mr. Bingley s'est trompé à son sujet que d'imaginer que Mr. Wickham a inventé tout ce qu'il m'a conté hier soir en donnant les noms, les faits, tous les détails. Si c'est faux, que Mr. Darcy le dise. À ce moment, on appela les jeunes filles qui durent quitter le bosquet où elles s'entretenaient pour retourner à la maison. Mr. Bingley et ses sœurs venaient apporter eux-mêmes leur invitation pour le bal si impatiemment attendu et qui se trouvait fixé au mardi suivant. Mrs. Hurst et Mrs. Bingley se montrèrent enchantées de retrouver leur chère Jane, déclarant qu'il y avait des siècles qu'elles ne s'étaient pas vues. Au reste de la famille, elles accordèrent peu d'attention. Elles évitèrent autant que possible de causer avec Mrs. Bennet, dire quelques mots à Elizabeth, et rien du tout aux autres. Au bout de très peu de temps, elles se levèrent avec un empressement qui déconcerta quelque peu leurs frères, et firent rapidement leurs adieux comme pour échapper aux démonstrations de Mrs. Bennet. La perspective du bal de Netherfield causait un vif plaisir à Longbourn. Mrs. Bennet se flattait qu'il était donné à l'intention de sa fille aînée, et considérait comme une faveur particulière que Mr. Bingley fût venu faire son invitation en personne, au lieu d'envoyer la carte d'usage. Jane se promettait une agréable soirée, où elle goûterait la compagnie de ses deux amis et les attentions de leur frère. Elizabeth jouissait d'avance du plaisir de danser beaucoup avec Mr. Wickham, et d'observer la confirmation de ce qu'il lui avait confié dans l'expression et l'attitude de Mr. Darcy. La joie que se promettaient Catherine et Lydia dépendait moins de telle personne ou de telle circonstance en particulier. Bien que, comme Elizabeth, chacune d'elles fut décidée à danser la moitié de la soirée avec Mr. Wickham. Il n'était pas l'unique danseur qui pût les satisfaire. Et un bal, après tout, est toujours un bal. Et Mary elle-même pouvait, sans mentir, assurer que la perspective de cette soirée n'était pas pour lui déplaire. Elizabeth était pleine d'entrain et de gaieté, et bien qu'elle ne recherchât point d'ordinaire la conversation de Mr. Collins, elle lui demanda s'il comptait accepter l'invitation de Mr. Bingley et,
le cas échéant, s'il jugerait convenable de se mêler au divertissement de la soirée. À son grand étonnement, il lui répondit qu'il n'éprouvait à ce sujet aucun scrupule, et qu'il était sûr de n'encourir aucun blâme de la part de son évêque ou de lady Catherine s'il s'aventurait à danser. Je ne crois nullement, l'assura-t-il, qu'un bal donné par un jeune homme de qualité à des gens respectables puisse rien présenter de répréhensible. Et je réprouve si peu la danse que j'espère que toutes mes charmantes cousines me feront l'honneur de m'accepter pour cavalier dans le cours de la soirée. Je saisis donc cette occasion, Miss Elizabeth, pour vous inviter pour les 2 premières danses. J'espère que ma cousine Jane attribuera cette préférence à sa véritable cause, et non pas à un manque d'égard pour elle. Elizabeth se trouvait prise. Elle avait rêvé de se faire inviter pour ces mêmes danses par Wickham. Il n'y avait plus qu'à accepter l'invitation de son cousin d'aussi bonne grâce que possible. Mais cette galanterie lui causait d'autant moins de plaisir qu'elle ouvrait la porte à une supposition nouvelle. Pour la première fois, l'idée vint à Elizabeth que parmi ses sœurs, c'était elle que Mr. Collins avait élue pour aller régner au presbytère de Hunsford et faire la 4e à la table de whist de Rosings en l'absence de plus nobles visiteurs. Cette supposition se changea en certitude devant les attentions multipliées de son cousin et ses compliments sur sa vivacité et son esprit. À sa fille, plus étonnée que ravie de sa conquête, Mrs. Bennet donna bientôt à entendre que la perspective de ce mariage lui était extrêmement agréable. Elizabeth jugea préférable d'avoir l'air de ne point comprendre afin d'éviter une discussion. Après tout, il se pouvait fort bien que Mr. Collins ne fît jamais la demande de sa main et, jusqu'à ce qu'il la fît, il était bien inutile de se quereller à son sujet. Fin du chapitre 17. Chapitre 18. Quand elle fit son entrée dans le salon de Netherfield, Elizabeth remarqua que Wickham ne figurait point dans le groupe d'habits rouges qui y était rassemblé. Jusque-là, l'idée de cette absence n'avait même pas effleuré son esprit. Au contraire, mettant à sa toilette un soin tout particulier, elle s'était préparée joyeusement à achever sa conquête, persuadée que c'était l'affaire d'une soirée. Alors, brusquement, surgit l'affreux soupçon que les Bingley, par complaisance pour Mr. Darcy, avaient omis sciemment Wickham dans l'invitation adressée aux officiers. Bien que la supposition fût inexacte, son absence fut bientôt confirmée par son ami, Mr. Denny. À Lydia, qui le pressait de questions, il répondit que Wickham avait dû partir pour Londres la veille, et qu'il n'était point encore de retour, ajoutant d'un air significatif: « Je ne crois pas que ses affaires l'eussent décidé à s'absenter précisément aujourd'hui s'il n'avait eu surtout le désir d'éviter une rencontre avec un gentleman de cette société. » Cette allusion, perdue pour Lydia, fut saisie par Elizabeth et lui montra que Darcy n'était pas moins responsable de l'absence de Wickham que si sa première supposition avait été juste. L'antipathie qu'il lui inspirait s'en trouva tellement accrue qu'elle eut grand-peine à lui répondre dans des termes suffisamment polis lorsque, peu après, il vint lui-même lui présenter ses hommages. Ne voulant avoir aucune conversation avec lui, elle se détourna avec un mouvement de mauvaise humeur qu'elle ne put tout de suite surmonter, même en causant avec Mr. Bingley dont l'aveugle partialité à l'égard de son ami la révoltait. Mais il n'était pas dans la nature d'Élisabeth de s'abandonner longtemps à une telle impression. Et quand elle se fut soulagée en exposant son désappointement à Charlotte Lucas, elle fut bientôt capable de faire dévier la conversation sur les originalités de son cousin et de les signaler à l'attention de son ami. Les 2 premières danses, cependant, furent pour elle un intolérable supplice. Mr. Collins, solennel et maladroit, se répandant en excuses au lieu de faire attention,
dansant à contretemps sans même s'en apercevoir, donnait à sa cousine tout l'ennui, toute la mortification qu'un mauvais cavalier peut infliger à sa danseuse. Élisabeth, en retrouvant sa liberté, éprouva un soulagement indicible. Invitée ensuite par un officier, elle eut la satisfaction de parler avec lui de Wickham et d'entendre dire qu'il était universellement apprécié. Elle venait de reprendre sa conversation avec Charlotte Lucas, lorsque Mr. Darcy s'approcha et, s'inclinant devant elle, sollicita l'honneur d'être son cavalier. Elle se trouva tellement prise au dépourvu qu'elle accepta sans trop savoir ce qu'elle faisait. Il s'éloigna aussitôt, la laissant toute dépitée d'avoir montré si peu de présence d'esprit. Charlotte Lucas essaya de la réconforter. « Après tout, vous allez peut-être le trouver très aimable. » « Le ciel m'en préserve. » « Quoi ? Trouver aimable un homme qu'on est résolu à détester ?» Mais quand la musique recommença, et que Darcy s'avança pour lui rappeler sa promesse, Charlotte Lucas ne put s'empêcher de lui souffler à l'oreille que son caprice pour Wickham ne devait pas lui faire commettre la sottise de se rendre déplaisante aux yeux d'un homme dont la situation valait 10 fois celle de l'officier. Élisabeth prit rang parmi les danseurs, confondue de l'honneur d'avoir Mr. Darcy pour cavalier, et lisant dans les regards de ses voisines un étonnement égal au sien. Pendant un certain temps, ils gardèrent le silence. Élisabeth était bien décidée à ne pas rompre la première lorsque l'idée lui vint qu'elle infligerait une pénitence à Mr. Darcy en l'obligeant à parler. Elle fit donc une réflexion sur la danse. Il lui répondit, puis retomba dans son mutisme. Au bout de quelques instants, elle reprit. « Maintenant, Mr. Darcy, c'est à votre tour. J'ai déjà parlé de la danse. À vous de faire la remarque qu'il vous plaira sur les dimensions du salon ou le nombre des danseurs. » Il sourit et l'assura qu'il était prêt à dire tout ce qu'elle désirait. « Très bien. Quant à présent, cette réponse peut suffire. Un peu plus tard, j'observerai que les soirées privées présentent plus d'agréments que les bals officiels. Mais pour l'instant, nous pouvons en rester là. Est-ce donc par devoir que vous causez en dansant? Quelquefois, il faut bien parler un peu. Il serait étrange de rester ensemble une demi-heure sans ouvrir la bouche. Cependant, pour la commodité de certains danseurs, il vaut mieux que la conversation soit réglée de telle façon qu'il n'ait à parler que le moins possible. Dans le cas présent, suivez-vous vos préférences ou cherchez-vous à vous conformer aux miennes? Aux uns et aux autres tout ensemble, car j'ai remarqué dans notre tour d'esprit une grande ressemblance. Nous sommes tous deux de caractère taciturne et peu sociable et nous n'aimons guère à penser. À moins que ce ne soit pour dire une chose digne d'étonner ceux qui nous écoutent et de passer à la postérité avec tout l'éclat d'un proverbe. Ce portrait ne vous ressemble pas d'une façon frappante selon moi, dit-il. À quel point il me ressemble, c'est ce que je ne puis décider. Vous le trouvez fidèle sans doute. Ce n'est pas à moi de juger de mon œuvre. Mr. Darcy ne reprit la conversation qu'au début de la deuxième danse, pour demander à Élisabeth si elle allait souvent à Meryton avec ses sœurs. Elle répondit affirmativement et, ne pouvant résister à la tentation, ajouta « Lorsque vous nous avez rencontrés l'autre jour, nous venions justement de faire une nouvelle connaissance. » L'effet fut immédiat. Un air de hauteur plus accentué se répandit sur le visage de Darcy, mais il resta un instant sans répondre. Il dit enfin d'un air contraint « Mr. Wickham est doué de manières agréables qui lui permettent de se faire facilement des amis. Qu'il soit également capable de les conserver est une chose moins sûre. Je sais qu'il a eu le malheur de perdre votre amitié, répliqua Élisabeth, et cela d'une façon telle qu'il en souffrira probablement toute son existence. » Darcy ne répondit pas, et parut désireux de changer la conversation.
À ce moment apparut près d'eux Sir William Lucas qui essayait de traverser le salon en se faufilant entre les groupes. À la vue de Mr. Darcy, il s'arrêta pour lui faire son salut le plus courtois et lui adresser quelques compliments sur lui et sa danseuse. « Vous me voyez ravi, cher monsieur. On a rarement l'avantage de voir danser avec un art aussi consommé. Vous me permettrez d'ajouter que votre aimable danseuse vous fait honneur. J'espère que ce plaisir se renouvellera souvent pour moi. Surtout, ma chère Elisa, si un événement des plus souhaitables vient à se produire, ajouta-t-il en lançant un coup d'œil dans la direction de Jane et de Bingley. Quel sujet de joie et de félicitations pour tout le monde. J'en appelle à Mr. Darcy. Mais que je ne vous retienne pas, monsieur. Vous m'en voudriez de vous importuner davantage et les beaux yeux de votre jeune danseuse condamnent mon indiscrétion. La fin de ce discours fut à peine entendue de Darcy. L'allusion de Sir William semblait l'avoir frappé, et il dirigeait vers Bingley et Jane un regard préoccupé. Il se ressaisit vite, cependant, et se tournant vers sa danseuse. « L'interruption de Sir William, dit-il, m'a fait oublier de quoi nous nous entretenions. Mais nous ne parlions de rien, je crois. Nous avions essayé sans succès 2 ou 3 sujets de conversation et je me demande quel pourra être le suivant. Si nous parlions lecture, dit-il en souriant. Lecture ? Oh non, je suis sûre que nous n'avons pas les mêmes goûts. Je le regrette. Mais quand cela serait, nous pourrions discuter nos idées respectives. Non, il m'est impossible de causer littérature dans un bal. Mon esprit est trop occupé d'autre chose. Est-ce ce qui vous entoure qui vous absorbe à ce point ? Demanda-t-il d'un air de doute. Oui, répondit-elle machinalement, car sa pensée était ailleurs comme elle le montra bientôt par cette soudaine exclamation. Mr. Darcy, je me rappelle vous avoir entendu dire que vous ne pardonniez jamais une offense. Je suppose que ce n'est pas à la légère que vous concevez un ressentiment aussi implacable. Non, certes, affirma-t-il avec force. Et vous ne vous laissez jamais aveugler par des préventions? J'espère que non. Ceux qui ne changent jamais d'opinion doivent naturellement veiller à juger du premier coup sans se tromper. Puis-je vous demander à quoi tendent ces questions? À expliquer votre caractère, tout simplement, dit-elle en reprenant le ton de la plaisanterie. J'essaye en ce moment de le comprendre. Y réussissez-vous? Guère, répondit-elle en hochant la tête. J'entends sur vous des bons jugements si contradictoires que je m'y perds. Je crois, en effet, répondit-il d'un ton grave, que l'on exprime sur moi des opinions très différentes. Et ce n'est pas en ce moment, Miss Bennet, que j'aurai plaisir à vous voir essayer de faire mon portrait, car l'œuvre, je le crains, ne ferait honneur ni à vous, ni à moi. Élisabeth n'ajouta rien. La danse terminée, ils se séparèrent en silence, mécontents l'un de l'autre, mais à un degré différent. Car Darcy avait dans le cœur un sentiment qui le poussa bientôt à pardonner à Élisabeth et à réserver toute sa colère pour un autre. Presque aussitôt, Miss Bingley se dirigea vers Élisabeth et, d'un air de politesse dédaigneuse, l'accosta ainsi. « Il paraît, Miss Élisabeth, que George Wickham a fait votre conquête. Votre sœur vient de me poser sur lui toutes sortes de questions et j'ai constaté que ce jeune homme avait négligé de vous dire, entre autres choses intéressantes, qu'il était le fils du vieux Wickham, l'intendant de feu Mr. Darcy. Permettez-moi de vous donner un conseil amical. Ne recevez pas comme parole d'évangile tout ce qu'il vous racontera. Il est faux que Mr. Darcy ait fait tort à Wickham. Il l'a toujours traité avec une grande générosité, alors que Wickham, au contraire, s'est conduit fort mal envers lui. J'ignore les détails de cette affaire, mais je puis vous affirmer que Mr. Darcy n'a rien à se reprocher, qu'il ne veut plus entendre parler de Wickham, et que mon frère,
n'ayant pu se dispenser d'inviter ce dernier avec les autres officiers, a été ravi de voir que de lui-même il s'était retiré. Je me demande comment il a eu l'audace de venir dans ce pays-ci. Je vous plains, Miss Elizabeth, d'être mise ainsi face à face avec l'indignité de votre favori. Méconnaissant son origine, on ne pouvait guère s'attendre à mieux. En somme, répliqua Elizabeth irritée, votre accusation la plus fondée est celle d'être le fils d'un subalterne. Et je puis vous certifier que Mr. Wickham m'avait lui-même révélé ce détail. « Oh, pardon, » répondit Miss Bingley en s'éloignant avec un ricanement moqueur. « Et excusez-moi en faveur de mon intention, qui était bonne. » Insolente créature, se dit Elizabeth. Croit-elle donc m'influencer par de si misérables procédés? Je ne vois là qu'ignorance voulue de sa part, et méchanceté pure du côté de Mr. Darcy. Puis elle chercha sa sœur aînée qui avait dû entreprendre une enquête sur le même sujet auprès de Bingley. Elle trouva Jane avec un sourire de contentement et une flamme joyeuse dans le regard qui montrait assez combien elle était satisfaite de cette soirée. Elizabeth s'en aperçut tout de suite, et tout autre sentiment s'effaça en elle devant l'espoir de voir Jane sur le chemin du bonheur. « J'aimerais savoir, » dit-elle en souriant, elle aussi, « si vous avez appris quelque chose sur Mr. Wickham. Mais vous étiez peut-être engagé dans un entretien trop agréable pour penser aux autres. En ce cas, vous êtes tout excusé. »« Non, » reprit Jane, « je ne l'ai point oublié. Mais je n'ai rien de satisfaisant à vous dire. Mr. Bingley ne connaît pas toute son histoire et ignore ce qui a le plus offensé Mr. Darcy. Il répond seulement de la probité et de l'honneur de son ami, et il est convaincu que Mr. Wickham ne mérite même pas ce que Mr. Darcy a fait pour lui. Je regrette de dire que, d'après sa sœur, comme d'après lui, Mr. Wickham ne serait pas un jeune homme respectable. Mr. Bingley connaît-il lui-même Mr. Wickham? Non, il l'a vu l'autre matin à Meryton pour la première fois. Donc, les renseignements qu'il vous a donnés lui viennent de Mr. Darcy. Cela me suffit. Je n'éprouve aucun doute quant à la sincérité de Mr. Bingley, mais permettez-moi de ne pas me laisser convaincre par de simples affirmations. Puisque Mr. Bingley ignore une partie de l'affaire et n'en connaît le reste que par son ami, je préfère m'en tenir à mon sentiment personnel sur les deux personnes en question. Elle prit alors un sujet plus agréable pour toutes les deux, et sur lequel elles ne pouvaient manquer de s'entendre. Elizabeth se réjouit d'entendre sa sœur lui exprimer l'espoir joyeux, bien que timide, entretenait en elle l'attitude de Mr. Bingley à son égard, et dit ce qu'elle put pour affermir la confiance de Jane. Puis, comme Mr. Bingley lui-même s'avançait de leur côté, Elizabeth se retira près de Miss Lucas. Elle avait à peine eu le temps de répondre aux questions de son amie sur son dernier danseur, que Mr. Collins les joignit, leur annonçant d'un ton joyeux qu'il venait de faire une importante découverte. « Par un hasard singulier, j'ai trouvé, dit-il, qu'il y avait dans ce salon un proche parent de ma bienfaitrice. J'ai, à son insu, entendu ce gentleman prononcer lui-même le nom de sa cousine, Miss de Bourgh, et celui de sa mère, Lady Catherine, en causant avec la jeune dame qui fait les honneurs du bal. Que le monde est donc petit, et qui aurait pu penser que je ferais dans cette réunion la rencontre d'un neveu de Lady Catherine de Bourgh. Je suis bien heureux d'avoir fait cette découverte à temps pour que je puisse aller lui présenter mes respects. J'espère qu'il me pardonnera de ne pas m'être acquitté plus tôt de ce devoir. L'ignorance totale où j'étais de cette parenté me servira d'excuse. Vous n'allez pas aborder Mr. Darcy sans lui avoir été présenté. Et pourquoi non? C'est, si j'ai bien compris, le propre neveu de Lady Catherine. J'aurai le plaisir de lui apprendre que sa grâce se portait parfaitement il y a 8 jours. Elizabeth essaya en vain de l'arrêter,
et de lui faire comprendre que s'il s'adressait à Mr. Darcy sans lui avoir été présenté, celui-ci considérerait cette démarche plutôt comme une incorrection que comme un acte de déférence envers sa tante. Mr. Collins l'écouta avec l'air d'un homme décidé à n'en faire qu'à sa tête. Et quand elle eut fini, « Ma chère Miss Elizabeth, dit-il, j'ai la plus haute opinion de votre excellent jugement pour toutes les matières qui sont de votre compétence, mais permettez-moi de vous faire observer qu'à l'égard de l'étiquette, les gens du monde et le clergé ne sont pas astreints aux mêmes règles. Laissez-moi donc, en la circonstance, suivre les ordres de ma conscience et remplir ce que je considère comme un devoir. Et pardonnez-moi de négliger vos avis qui, en toute autre occasion, me serviront toujours de guide. » Et, s'inclinant profondément, il la quitta pour aller aborder Mr. Darcy. Élisabeth le suivit des yeux, curieuse de voir l'accueil qu'il recevrait. L'étonnement de Mr. Darcy fut d'abord manifeste. Mr. Collins avait préludé par un grand salut et, bien qu'elle fût trop loin pour entendre, Élisabeth croyait tout comprendre et reconnaître au mouvement des lèvres les mots « excuse »,« Hunsford »,« Lady Catherine de Bourgh ». Il lui était pénible de voir son cousin s'exposer ainsi à la critique d'un tel homme. Mr. Darcy regardait son interlocuteur avec une surprise non dissimulée et, lorsque celui-ci voulut bien s'arrêter, il répondit avec un air de politesse distante. Ceci ne parut pas décourager Mr. Collins, qui se remit à parler de plus belle. Mais l'air dédaigneux de Mr. Darcy s'accentuait à mesure que son discours s'allongeait. Lorsqu'il eut enfin terminé, Mr. Darcy fit simplement un léger salut et s'éloigna. Mr. Collins revint alors auprès d'Élisabeth. « Je suis très satisfait, je vous assure, de la réception qui m'a été faite. Mr. Darcy a paru beaucoup apprécier la délicatesse de mon intention et m'a répondu avec la plus grande courtoisie. Il a même eu l'amabilité de me dire qu'il connaissait assez sa tante pour être sûr qu'elle n'accordait pas ses faveurs sans discernement. Voilà une belle pensée bien exprimée. En définitive, il me plaît beaucoup. » Élisabeth tourna ensuite toute son attention du côté de sa sœur et de Mr. Bingley. Et les réflexions agréables que suscita cet examen la rendirent presque aussi heureuse que sa sœur elle-même. Elle voyait déjà Jane installée dans cette même maison et tout au bonheur que seul peut donner dans le mariage une véritable affection. La pensée de Mrs. Bennet suivait visiblement le même cours. Au souper, Élisabeth, qui n'était séparée d'elle que par Lady Lucas, eut la mortification d'entendre sa mère parler ouvertement à sa voisine de ses espérances maternelles. Entraînée par son sujet, Mrs. Bennet ne se lassait pas d'énumérer les avantages d'une telle union. Un jeune homme si bien, si riche, n'habitant qu'à 3 miles de Longbourn, dont les sœurs montraient tant d'affection pour Jane et souhaitaient certainement cette alliance autant qu'elle-même. D'autre part, quel avantage pour les plus jeunes filles que le beau mariage de leur aînée qui les aiderait sans doute à trouver elles aussi des partis avantageux. Enfin, Mrs. Bennet serait très heureuse de pouvoir les confier à la garde de leurs sœurs et de se dispenser ainsi de les accompagner dans le monde. C'est là un sentiment qu'il est d'usage d'exprimer en pareille circonstance, mais il était difficile de se représenter Mrs. Bennet éprouvant, à n'importe quel âge, une si grande satisfaction à rester chez elle. Élisabeth essayait d'arrêter ce flot de paroles, ou de persuader à sa mère de mettre une sourdine à sa voix, car elle rougissait à la pensée que Mr. Darcy, qui était assis en face d'elle, ne devait presque rien perdre du chuchotement trop intelligible de Mrs. Bennet. Mais celle-ci ne répondit qu'en taxant sa fille d'absurdité. « Et pour quelle raison dois-je avoir si grand peur de Mr. Darcy, je vous prie ? L'amabilité qu'il nous montre m'oblige-t-elle donc à ne pas prononcer une parole qui puisse avoir le malheur de lui déplaire ? Pour l'amour du ciel, ma mère, parlez plus bas. Quel avantage voyez-vous à blesser Mr. Darcy ? Cela ne sera certainement pas une recommandation pour vous auprès de son ami. »
Tout ce que put dire Élisabeth fut absolument inutile. Sa mère continua à parler de ses espoirs d'avenir avec aussi peu de réserve. Rouge de honte et de contrariété, Élisabeth ne pouvait s'empêcher de regarder constamment dans la direction de Mr. Darcy, et chaque coup d'œil la confirmait dans ses craintes. Il ne regardait pas Mrs. Bennet, mais son attention certainement était fixée sur elle et l'expression de son visage passa graduellement de l'indignation à une froideur dédaigneuse. À la fin, pourtant, Mrs. Bennet n'eut plus rien à dire et Lady Lucas, que ses considérations sur un bonheur qu'elle n'était pas appelée à partager faisaient bâiller depuis longtemps, puis enfin savourer en paix son jambon et son poulet froid. Élisabeth commençait à respirer, mais cette tranquillité ne fut pas de longue durée. Le souper terminé, on proposa un peu de musique, et elle eut l'ennui de voir Mary, qu'on en avait à peine prié, se préparer à charmer l'auditoire. Du regard, elle tenta de l'en dissuader, mais, enchantée de cette occasion de se produire, Mary ne voulut pas comprendre et commença une romance. Élisabeth l'écouta chanter plusieurs strophes avec une impatience qui ne s'apaisa point à la fin du morceau. Car, quelqu'un ayant exprimé vaguement l'espoir de l'entendre encore, Mary se remit au piano. Son talent n'était pas à la hauteur de la circonstance. Sa voix manquait d'ampleur, et son interprétation de naturelle. Élisabeth, au supplice, lança un coup d'œil à Jane pour savoir ce qu'elle en pensait. Mais Jane causait tranquillement avec Bingley. Ses yeux se tournèrent alors vers les deux sœurs qu'elle vit échanger des regards amusés vers Mr. Darcy, qui gardait le même sérieux impénétrable, vers son père enfin, à qui elle fit signe d'intervenir, dans la crainte que Mary ne continuât à chanter toute la nuit. Mr. Bennet comprit et, lorsque Mary eut achevé son second morceau, il dit à haute voix : « C'est parfait, mon enfant, mais vous nous avez charmés assez longtemps. Laissez aux autres le temps de se produire à leur tour. » Mary, bien qu'elle fît semblant de n'avoir pas entendu, se montra quelque peu décontenancée et Élisabeth, contrariée par l'apostrophe de son père, regretta son intervention. On invitait maintenant d'autres personnes à se faire entendre. « Si j'avais le bonheur de savoir chanter, » dit Mr. Collins, « j'aurais grand plaisir à charmer la compagnie, car j'estime que la musique est une distraction innocente et parfaitement compatible avec la profession de clergyman. Je ne veux pas dire, cependant, que nous soyons libres d'y consacrer beaucoup de temps. Le recteur d'une paroisse est très occupé. Quand il a composé ses sermons et rempli les devoirs de sa charge, il lui reste bien peu de loisirs pour les soins à donner à son intérieur qu'il serait inexcusable de ne pas rendre aussi confortable que possible. D'autre part, il doit avoir le souci constant de se montrer plein d'égards pour tous, et en particulier pour la famille de laquelle il tient son bénéfice. C'est une obligation dont il ne saurait se dispenser, et, pour ma part, je ne pourrais juger favorablement celui qui négligerait une occasion de témoigner son respect à toute personne apparentée à ses bienfaiteurs. Et, par un salut adressé à Mr. Darcy, il conclut ce discours débité assez haut pour être entendu de la moitié du salon. Plusieurs personnes le regardèrent avec étonnement, d'autres sourirent. Mais personne ne paraissait plus amusé que Mr. Bennet, tandis que sa femme, avec un grand sérieux, félicitait Mr. Collins de la sagesse de ses propos et observait à voix basse à Lady Lucas que ce jeune homme était fort sympathique et d'une intelligence remarquable. Il semblait à Élisabeth que si sa famille avait pris tâche, ce soir-là, de se rendre ridicule, elle n'aurait pu le faire avec plus de succès. Heureusement qu'une partie de cette exhibition avait échappé à Mr. Bingley. Mais la pensée que ses deux sœurs et Mr. Darcy n'en avaient pas perdu un détail lui était fort pénible. Et elle ne savait si elle souffrait plus du mépris silencieux de l'un
ou des sourires moqueurs des deux autres. Le reste de la soirée offrit peu d'agrément à Elizabeth, agacée par la présence continuelle de Mr. Collins à ses côtés. S'il n'obtint pas d'elle la faveur d'une nouvelle danse, il l'empêcha du moins de danser avec d'autres. En vain lui offrit-elle de le présenter à ses amis. Il l'assura que la danse le laissait indifférent, que son seul objet était de lui être agréable, et qu'il se ferait un devoir de lui tenir compagnie toute la soirée. Il n'y avait donc rien à faire. Elizabeth dut son unique soulagement à Miss Lucas qui, en se joignant à leur conversation, détourna sur elle-même une partie des discours de Mr. Collins. Du moins, Elizabeth n'eut-elle plus à subir les attentions de Mr. Darcy. Bien qu'elle demeurât longtemps seule à peu de distance de leur groupe, il ne chercha plus à lui adresser la parole. Elizabeth vit dans cette attitude le résultat de ses allusions à Mr. Wickham et s'en félicita. Les habitants de Longbourn furent des derniers à prendre congé, et par suite d'une manœuvre de Mrs. Bennet, ils durent attendre leur voiture un quart d'heure de plus que les autres invités, ce qui leur laissa le temps de voir combien leur départ était ardemment souhaité par une partie de leurs hôtes. Mrs. Hurst et sa sœur étaient visiblement impatientes de retrouver leur liberté pour aller se coucher, et n'ouvraient la bouche que pour se plaindre de la fatigue, laissant Mrs. Bennet essayer sans succès de soutenir la conversation. Mr. Darcy ne disait mot. Mr. Bingley et Jane, un peu à l'écart, causaient sans s'occuper des autres. Elizabeth gardait le même silence que Mrs. Hurst et Miss Bingley, et Lydia elle-même n'avait plus la force que de s'exclamer de temps à autre avec un large bâillement. « Dieu, que je suis lasse !» Quand ils se levèrent enfin pour partir, Mrs. Bennet exprima d'une manière pressante son désir de voir bientôt tous ses hôtes à Longbourn, et s'adressa particulièrement à Mr. Bingley pour l'assurer du plaisir qu'il leur ferait en venant n'importe quel jour, sans invitation, partager leur repas de famille. Avec plaisir et reconnaissance, Mr. Bingley promit de saisir la première occasion d'aller lui faire visite après son retour de Londres, où il devait se rendre le lendemain même pour un bref séjour. Mrs. Bennet était pleinement satisfaite. Elle quitta ses hôtes avec l'agréable persuasion que, en tenant compte des délais nécessaires pour dresser le contrat et commander l'équipage et les toilettes de noces, elle pouvait espérer voir sa fille installée à Netherfield dans un délai de 3 ou 4 mois. Fin du chapitre 18. Chapitre 19. Le lendemain amena du nouveau à Longbourn. Mr. Collins fit sa déclaration. Il n'avait plus de temps à perdre, son congé devant se terminer le samedi suivant. Et comme sa modestie ne lui inspirait aucune inquiétude qui pût l'arrêter au dernier moment, il décida de faire sa demande dans les formes qu'il jugeait indispensables dans cette circonstance. Trouvant après le breakfast Mrs. Bennet en compagnie d'Elizabeth et d'une autre de ses filles, il lui parla ainsi. « Puis-je, madame, solliciter votre bienveillant appui pour obtenir de votre fille, Elizabeth, un entretien particulier dans le cours de la matinée ?» Avant qu'Elizabeth, rougissante, eût eu le temps d'ouvrir la bouche, Mrs. Bennet avait déjà répondu. « Mais je crois bien. Je suis sûre qu'Elizabeth ne demande pas mieux. Venez, Kitty, j'ai besoin de vous au premier. » Et rassemblant son ouvrage, elle se hâtait vers la porte, lorsque Elizabeth s'écria « Ma mère, ne sortez pas, je vous en prie. Mr. Collins m'excusera, mais il n'a certainement rien à me dire que tout le monde ne puisse entendre. Je vais moi-même me retirer. » « Non, non, Lizzie, quelle est cette sottise? Je désire que vous restiez. » Et comme Elizabeth, rouge de confusion et de colère, continuait à gagner la porte, Mrs. Bennet ajouta « Lizzie, j'insiste pour que vous restiez et que vous écoutiez ce que Mr. Collins veut vous dire. » La jeune fille ne pouvait résister à une telle injonction.
comprenant, après un instant de réflexion, que mieux valait en finir au plus vite. Elle se rassit et reprit son ouvrage pour se donner une contenance et dissimuler la contrariété ou l'envie de rire qui la prenait tour à tour. La porte était à peine refermée sur Mrs. Bennet et Kitty que Mr. Collins commençait. Croyez, chère Miss Elizabeth, que votre modestie, loin de me déplaire, ne fait à mes yeux qu'ajouter à vos charmes. Vous m'auriez paru moins aimable sans ce petit mouvement de retraite. Mais laissez-moi vous assurer que j'ai pour vous parler la permission de votre respectable mère. Vous vous doutez sûrement du but de cet entretien, bien que votre délicatesse vous fasse simuler le contraire. J'ai eu pour vous trop d'attention pour que vous ne m'ayez pas deviné. À peine avais-je franchi le seuil de cette maison que je voyais en vous la compagne de mon existence. Mais avant de me laisser emporter par le flot de mes sentiments, peut-être serait-il plus convenable de vous exposer les raisons qui me font songer au mariage et le motif qui m'a conduit en Hertfordshire pour y chercher une épouse. L'idée du solennel Mr. Collins, se laissant emporter par le flot de ses sentiments, parut si comique à Élisabeth qu'elle dut faire effort pour ne pas éclater de rire, et perdit l'occasion d'interrompre cet éloquent discours. Les raisons qui me déterminent à me marier, continua-t-il, sont les suivantes. Premièrement, je considère qu'il est du devoir de tout clergyman de donner le bon exemple à sa paroisse en fondant un foyer. Deuxièmement, je suis convaincue, ce faisant, de travailler à mon bonheur. Troisièmement, j'aurais dû peut-être commencer par là. Je réponds ainsi au désir exprimé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice. Par 2 fois, et sans que je l'en eusse priée, elle a daigné me faire savoir son opinion à ce sujet. Le samedi soir qui a précédé mon départ, entre 2 parties de quadrille, elle m'a encore dit « Mr. Collins, il faut vous marier. Un clergyman comme vous doit se marier. Faites un bon choix. Pour ma satisfaction et pour la vôtre, prenez une fille de bonne famille, active, travailleuse, entendue. Non point élevée dans des idées de grandeur, mais capable de tirer un bon parti d'un petit revenu. Trouvez une telle compagne le plus tôt possible, amenez-la à Hunsford, et j'irai lui rendre visite. Permettez-moi, ma belle cousine, de vous dire en passant que la bienveillance de Lady Catherine de Bourgh n'est pas un des moindres avantages que je puis vous offrir. Ses qualités dépassent tout ce que je puis vous en dire. Et je crois que votre vivacité et votre esprit lui plairont. Surtout s'ils sont tempérés par la discrétion et le respect que son rang ne peut manquer de vous inspirer. Tels sont les motifs qui me poussent au mariage. Il me reste à vous dire pourquoi je suis venue choisir une femme à Longbourn plutôt que dans mon voisinage où, je vous assure, il ne manque pas d'aimables jeunes filles. Mais, devant hériter de ce domaine à la mort de votre honorable père, qui, je l'espère, ne se produira pas d'ici de longues années, je ne pourrais être complètement satisfait si je ne choisissais une de ces filles afin de diminuer autant que possible le tort que je leur causerai lorsque arrivera le douloureux événement. Dieu veuille que ce soit le plus tard possible. Ces raisons, ma chère cousine, ne me feront pas, je l'espère, baisser dans votre estime. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous exprimer en termes ardents toute la force de mes sentiments. La question de fortune me laisse indifférent. Je sais que votre père ne peut rien vous donner et que 1000 livres placés à 4% sont tout ce que vous pouvez espérer recueillir après la mort de votre mère. Je garderai donc le silence le plus absolu sur ce chapitre, et vous pouvez être sûr que jamais vous n'entendrez sortir de ma bouche un reproche dénué de générosité lorsque nous serons mariés. Vous allez trop vite, monsieur, s'écria Élisabeth. Vous oubliez que je ne vous ai pas encore répondu. Laissez-moi le faire sans plus tarder. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites par cette proposition, et je vous en remercie.
mais il m'est impossible de ne point la décliner. Je sais depuis longtemps, répliqua Mr. Collins avec un geste majestueux, qu'il est d'usage parmi les jeunes filles de repousser celui qu'elles ont au fond l'intention d'épouser lorsqu'il se déclare pour la première fois, et qu'il leur arrive de renouveler ce refus une seconde, et même une troisième fois. C'est pourquoi votre réponse ne peut me décourager. Et j'ai confiance que j'aurai avant longtemps le bonheur de vous conduire à l'hôtel. En vérité, monsieur, cette confiance est plutôt extraordinaire après ce que je viens de vous déclarer. Je vous affirme que je ne suis point de ces jeunes filles, si tant est qu'il en existe, assez imprudentes pour jouer leur bonheur sur la chance de se voir demander une seconde fois. Mon refus est des plus sincères. Vous ne pourriez pas me rendre heureuse et je suis la dernière femme qui pourrait faire votre bonheur. Bien plus, si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis sûre qu'elle me trouverait fort mal qualifiée pour la situation que vous me proposez. Quand bien même, répondit gravement Mr. Collins, la vie de Lady Catherine. Mais je ne puis imaginer sa grâce vous regardant d'un œil défavorable, et soyez certaine que, lorsque je la reverrai, je lui vanterai avec chaleur votre modestie, votre esprit d'ordre et vos autres aimables qualités. Mr. Collins, toutes ces louanges seraient inutiles. Veuillez m'accorder la liberté de juger pour mon compte et me faire la grâce de croire ce que je vous dis. Je souhaite vous voir heureux et riche et, en vous refusant ma main, je contribue à la réalisation de ce vœu. Les scrupules respectables que vous exprimez au sujet de ma famille sont sans objet maintenant que vous m'avez proposé d'être votre femme. Et vous pourrez, quand le temps viendra, entrer en possession de Longbourn sans vous adresser aucun reproche. Cette question est donc réglée. Elle s'était levée en prononçant ces derniers mots, et allait quitter la pièce quand Mr. Collins l'arrêta par ces mots. Lorsque j'aurai l'honneur de reprendre cette conversation avec vous, j'espère recevoir une réponse plus favorable. Non point que je vous accuse de cruauté, et peut-être même, en faisant la part de la réserve habituelle à votre sexe, en avez-vous dit assez aujourd'hui pour m'encourager à poursuivre mon projet? En vérité, Mr. Collins, s'écria Élisabeth avec chaleur, vous me confondez. Si vous considérez tout ce que je viens de vous dire comme un encouragement, je me demande en quels termes il me faut exprimer mon refus pour vous convaincre que c'en est un. Laissez-moi croire, ma chère cousine, que ce refus n'est qu'une simple formalité. Il ne me semble pas que je sois indigne de vous, ni que l'établissement que je vous offre ne soit pas pour vous des plus enviables. Ma situation, mes relations avec la famille de Bourg, ma parenté avec votre famille, sont autant de conditions favorables à ma cause. En outre, vous devriez considérer qu'en dépit de tous vos attraits, vous n'êtes nullement certaine de recevoir une autre demande en mariage. Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de votre charme et de vos qualités. Force m'est donc de conclure que votre refus n'est pas sérieux, et je préfère l'attribuer au désir d'exciter ma tendresse en la tenant en suspens, suivant l'élégante coutume des femmes du monde. Soyez sûr, monsieur, que je n'ai aucune prétention à cette sorte d'élégance, qui consiste à faire souffrir un honnête homme. Je préférerais qu'on me fît le compliment de croire à ce que je dis. Je vous remercie 1000 fois de votre proposition, mais il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments me l'interdisent absolument. Puis-je parler avec plus de clarté? Ne me prenez pas pour une coquette qui prendrait plaisir à vous tourmenter, mais pour une personne raisonnable qui parle en toute sincérité. Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vous fassiez, s'écria-t-il avec une lourde galanterie. Et je suis persuadé que ma demande, une fois sanctionnée par la volonté expresse de vos excellents parents, ne manquera pas de vous paraître acceptable. Devant cette invincible persistance à vouloir s'abuser,
Élisabeth abandonna la partie et se retira en silence. Fin du chapitre 19. Chapitre 20. Mr. Collins ne resta pas longtemps seul à méditer sur le succès de sa déclaration. Mrs. Bennet, qui rôdait dans le vestibule en attendant la fin de l'entretien, n'eut pas plutôt vu sa fille ouvrir la porte et gagner rapidement l'escalier qu'elle entra dans la salle à manger et félicita Mr. Collins avec chaleur, en lui exprimant la joie que lui causait la perspective de leur alliance prochaine. Mr. Collins reçut ces félicitations et y répondit avec autant de plaisir. Après quoi il se mit à relater les détails d'une entrevue dont il avait tout lieu d'être satisfait, puisque le refus que sa cousine lui avait obstinément opposé n'avait d'autre cause que sa modestie et l'extrême délicatesse de ses sentiments. Ce récit, cependant, causa quelque trouble à Mrs. Bennet. Elle eût bien voulu partager cette belle assurance et croire que sa fille, en repoussant Mr. Collins, avait eu l'intention de l'encourager. Mais la chose lui paraissait peu vraisemblable, et elle ne put s'empêcher de le dire. « Soyez sûr, Mr. Collins, que Lizzie finira par entendre raison. C'est une fille sotte et entêtée qui ne connaît point son intérêt, mais je me charge de le lui faire comprendre. Permettez, madame, si votre fille est réellement sotte et entêtée comme vous le dites, je me demande si elle est la femme qui me convient. Un homme dans ma situation désire naturellement trouver le bonheur dans l'état conjugal et, si ma cousine persiste à rejeter ma demande, peut-être vaudrait-il mieux ne pas essayer de la lui faire agréer de force. Sujette à de tels défauts de caractère, elle ne me paraît pas faite pour assurer ma félicité. Monsieur, vous interprétez mal mes paroles, s'écria Mrs. Bennet alarmée. Lizzie ne montre d'entêtement que dans des questions de ce genre. Autrement, c'est la meilleure nature qu'on puisse rencontrer. Je vais de ce pas trouver Mr. Bennet et nous aurons tôt fait, à nous deux, de régler cette affaire avec elle. Et sans lui donner le temps de répondre, elle se précipita dans la bibliothèque où se trouvait son mari. « Ah, Mr. Bennet !» s'exclama-t-elle en entrant. « J'ai besoin de vous tout de suite. Venez vite obliger Lizzie à accepter Mr. Collins. Elle jure ses grands dieux qu'elle ne veut pas de lui. Si vous ne vous hâtez pas, il va changer d'avis, et c'est lui qui ne voudra plus d'elle. » Mr. Bennet avait levé les yeux de son livre à l'entrée de sa femme, et la fixait avec une indifférence tranquille que l'émotion de celle-ci n'arriva pas à troubler. « Je n'ai pas l'avantage de vous comprendre, » dit-il quand elle eut fini. « De quoi parlez-vous donc ?»« Mais de Lizzie et de Mr. Collins. Lizzie dit qu'elle ne veut pas de Mr. Collins et Mr. Collins commence à dire qu'il ne veut plus de Lizzie. »« Et que puis-je faire à ce propos ? Le cas me semble plutôt désespéré. » »« Parlez à Lizzie. Dites-lui que vous tenez à ce mariage. » »« Faites-la appeler. Je vais lui dire ce que j'en pense. » Mrs. Bennet sonna et donna l'ordre d'avertir Miss Elizabeth qu'on la demandait dans la bibliothèque. « Arrivez ici, mademoiselle, » lui cria son père dès qu'elle parut. « Je vous ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Mr. Collins, me dit-on, vous aurez demandé en mariage. Est-ce exact ? » ?»« Très exact, » répondit Elizabeth. « Vous avez repoussé cette demande ? » ?»« Oui, mon père. » »« Fort bien. Votre mère insiste pour que vous l'acceptiez. C'est bien cela, Mrs. Bennet ? » ?»« Parfaitement. Si elle s'obstine dans son refus, je ne la reverrai de ma vie. » »« Ma pauvre enfant, vous voilà dans une cruelle alternative. À partir de ce jour, vous allez devenir étrangère à l'un de nous deux. Votre mère refuse de vous revoir si vous n'épousez pas Mr. Collins, et je vous défends de reparaître devant moi si vous l'épousez.
Élisabeth ne put s'empêcher de sourire à cette conclusion inattendue. Mais Mrs. Bennet, qui avait supposé que son mari partageait son sentiment, fut excessivement désappointée. « Mr. Bennet, à quoi pensez-vous de parler ainsi? Vous m'aviez promis d'amener votre fille à la raison. » « Ma chère amie, » répliqua son mari, « veuillez m'accorder 2 faveurs. La première, c'est de me permettre en cette affaire le libre usage de mon jugement. Et la seconde, de me laisser celui de ma bibliothèque. Je serai heureux de m'y retrouver seul le plus tôt possible. » Malgré la défection de son mari, Mrs. Bennet ne se résigna pas tout de suite à s'avouer battue. Elle entreprit Élisabeth à plusieurs reprises, la suppliant et la menaçant tour à tour. Elle essaya aussi de se faire une alliée de Jane, mais, avec toute la douceur possible, celle-ci refusa d'intervenir. Quant à Élisabeth, tantôt avec énergie, tantôt avec gaieté, elle repoussa tous les assauts, changeant de tactique, mais non de détermination. Mr. Collins, pendant ce temps, méditait solitairement sur la situation. La haute opinion qu'il avait de lui-même l'empêchait de concevoir les motifs qui avaient poussé sa cousine à le refuser. Et, bien que blessé dans son amour-propre, il n'éprouvait pas un véritable chagrin. Son attachement pour Élisabeth était un pur effet d'imagination, et la pensée qu'elle méritait peut-être les reproches de sa mère éteignit en lui tout sentiment de regret. Pendant que toute la famille était ainsi dans le désarroi, Charlotte Lucas vint pour passer la journée avec ses amis. Elle fut accueillie dans le hall par Lydia qui se précipita vers elle en chuchotant. « Je suis contente que vous soyez venue, car il se passe ici des choses bien drôles. Devinez ce qui est arrivé ce matin. Mr. Collins a offert sa main à Lizzie, et elle l'a refusée. » Charlotte n'avait pas eu le temps de répondre qu'elles étaient rejointes par Kitty, pressée de lui annoncer la même nouvelle. Enfin, dans la salle à manger, Mrs. Bennet, qu'elles y trouvèrent seule, reprit le même sujet et réclama l'aide de Miss Lucas en la priant d'user de son influence pour décider son amie à se plier aux vœux de tous les siens. « Je vous en prie, chère Miss Lucas, » dit-elle d'une voix plaintive. « Faites cela pour moi. Personne n'est de mon côté, personne ne me soutient, personne n'a pitié de mes pauvres nerfs. » L'entrée de Jane et d'Élisabeth dispensa Charlotte de répondre. « Et justement, la voici, » poursuivit Mrs. Bennet, « aussi tranquille, aussi indifférente que s'il s'agissait du chat de Perse. Tout lui est égal, pourvu qu'elle puisse faire ses volontés. Mais prenez garde, Miss Lizzie. Si vous vous entêtez à repousser toutes les demandes qui vous sont adressées, vous finirez par rester vieille fille et je ne sais pas qui vous fera vivre lorsque votre père ne sera plus là. Ce n'est pas moi qui le pourrai, je vous en avertis. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la bibliothèque, que je ne vous parlerai plus. Vous verrez si je ne tiens point parole. Je n'ai aucun plaisir à causer avec une fille si peu soumise. Non que j'en ai beaucoup à causer avec personne. Les gens qui souffrent de malaise nerveux comme moi n'ont jamais grand goût pour la conversation. Personne ne sait ce que j'endure. Mais c'est toujours la même chose. On ne plaint jamais ceux qui ne se plaignent pas eux-mêmes. » Ces filles écoutaient en silence cette litanie, sachant que tout effort pour raisonner leur mère ou pour la calmer ne ferait que l'irriter davantage. Enfin, les lamentations de Mrs. Bennet furent interrompues par l'arrivée de Mr. Collins qui entrait avec un air plus solennel encore que d'habitude. Sur un signe, les jeunes filles quittèrent la pièce et Mrs. Bennet commença d'une voix douloureuse. « Mon cher Mr. Collins, ma chère madame, » interrompit celui-ci, « ne parlons plus de cette affaire. Je suis bien loin, » continua-t-il d'une voix où perçait le mécontentement, « de garder rancune à votre fille. La résignation à ce qu'on ne peut empêcher est un devoir pour tous, et plus spécialement pour un homme qui a fait choix de l'état ecclésiastique.
Ce devoir, je m'y soumets d'autant plus aisément qu'un doute m'est venu sur le bonheur qui m'attendait si ma belle cousine m'avait fait l'honneur de m'accorder sa main. Et j'ai souvent remarqué que la résignation n'est jamais si parfaite que lorsque la faveur refusée commence à perdre à nos yeux quelque chose de sa valeur. J'espère que vous ne considérerez pas comme un manque de respect envers vous que je retire mes prétentions aux bonnes grâces de votre fille, sans vous avoir sollicité, vous et Mr. Bennet, d'user de votre autorité en ma faveur. Peut-être ai-je eu tort d'accepter un refus définitif de la bouche de votre fille plutôt que de la vôtre. Mais nous sommes tous sujets à nous tromper. J'avais les meilleures intentions. Mon unique objet était de m'assurer une compagne aimable, tout en servant les intérêts de votre famille. Cependant, si vous voyez dans ma conduite quelque chose de répréhensible, je suis tout prêt à m'en excuser. Fin du chapitre 20.